Bonjour à toutes et à tous pour notre troisième webinaire dans le cadre du Centre d'excellence franco-allemand Monnet de Strasbourg qu'on organise après un premier sur le vécu de la fermeture de la frontière au temps du Covid et un deuxième sur la relance du couple franco-allemand. Welcome for this third webinar on Brexit, which we organize in our series of webinars of the Center of Excellence Jean Monnet here in Strasbourg. We have a distinguished panel today composed of three English and Portuguese people. First of all, Jack Hanning, who is General Secretary of the Association of the École d'études politiques and ancien haut fonctionnaire du Conseil de l'Europe. We have Adam Fawkes, who is maître de conférence associé in political sciences at Sciences Po. And we have Anthony Suarez, who is director of the Center for Cross-Border Studies in Armagh, Northern Ireland. And I'm very pleased that you all accepted to assist here in this panel on this very emotional and thrilling subject, which is Brexit. Et je vais passer tout de suite la parole à Frédéric Béraud qui va faire une petite introduction au sujet. Juste avant, pour les participants au séminaire, au webinaire, vous avez la possibilité de vous exprimer par le chat. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à écrire et on en tiendra compte à la fin du séminaire. On dédiera une partie aux questions et réponses par les participants du webinaire. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer très brièvement de faire un point sur ce Brexit qui est, dans une certaine mesure, un jour qui ne finit pas, comme on a coutume de dire aujourd'hui, parce que c'est une histoire déjà ancienne. Donc, je vais revenir sur les toutes dernières semaines de ce Brexit. La question qu'on peut poser, c'est que le Brexit, qui avait eu raison de Theresa May, est-ce qu'il va permettre à Boris Johnson de devenir roi? En tout cas, c'est une question à laquelle je pense on ne pourra pas complètement répondre, puisqu'il a mis longtemps à être négocié. Plus exactement, ce qu'on a mis longtemps à négocier, c'est l'accord de divorce. Et cet accord de divorce a été ratifié par les institutions de l'Union européenne et par les institutions britanniques. Et la nuit du 31 janvier 2020, le Brexit est devenu un État tiers par rapport à l'Union européenne. C'est alors ouverte la période qu'on connaît aujourd'hui, qui est censée durer 1 an et qui est une période transitoire. L'idée est la suivante: le Brexit est effectif au sens où le Royaume-Uni n'est plus représenté dans les institutions de l'Union européenne, il n'est plus représenté par des députés britanniques, il n'y a plus non plus de ministres qui siègent au Conseil des ministres, Boris Johnson ne siège plus non plus au Conseil européen, et puis le juge de la Cour de justice, le juge britannique, a quitté également ses fonctions. Mais le droit de l'Union européenne continue à s'appliquer pendant cette période transitoire, ce qui donne cette impression souvent très fausse que le Brexit est actuellement indolore. Cette période transitoire, elle a été conçue pour permettre la négociation du deuxième traité entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui doit régler ce que les juristes appellent la relation future de ces deux partenaires. Alors, la négociation durera 1 an, puisque le Royaume-Uni avait jusqu'au mois de juin dernier pour demander de proroger d'1 an supplémentaire la période transitoire afin de négocier un accord. Et ça explique que la tension monte et qu'elle monte, je dirais, dangereusement. La négociation a pris du retard à cause de la crise de la Covid-19. La reprise des négociations s'est faite au mois de septembre. Mais on observe énormément de crispation. Alors peut-être
est-ce la touche personnelle de négociation, en particulier de Boris Johnson, mais c'est vrai qu'on a des points de crispation importants. Alors, au mois de fin du mois de septembre et au mois d'octobre, on a eu une crispation extrêmement importante sur la question de la frontière irlandaise. On y reviendra. C'était déjà un problème central pour l'accord du Brexit, de ce que j'ai appelé tout à l'heure le divorce, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est à nouveau un problème puisque le Royaume-Uni a en fait inventé une nouvelle notion juridique qui est celle de la violation ciblée et circonstancielle du droit international. C'est-à-dire que le Royaume-Uni, sur une partie de l'accord du divorce, a décidé finalement de changer d'avis, ce qui pose un problème, évidemment, en termes de droit international. Et c'est ce qui a fait qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a annoncé au début du mois d'octobre une procédure en manquement contre le Royaume-Uni pour violation de son obligation de coopération loyale, qui est une obligation de droit international. Alors évidemment, ce revirement, certes sur un point particulier, mais ô combien central de l'accord de divorce, a introduit beaucoup de défiance entre les partenaires et le Conseil européen de mi-octobre a exhorté le Royaume-Uni à revenir à la table des négociations. Alors aujourd'hui, on se trouve dans ce qu'on a l'habitude d'appeler le tunnel de négociation, donc le moment où la pression est certainement la plus importante. Il semble y avoir un certain nombre d'avancées sur des dossiers comme la concurrence déloyale, où il semblerait que le Royaume-Uni soit prêt à s'engager pour contrôler en particulier les aides d'État. Et ça, c'était une ligne rouge de la négociation côté Union européenne. Et puis de l'autre, le Royaume-Uni avait une ligne rouge également qui était de refuser de se faire contrôler par la Cour de justice pour la mise en œuvre de cet accord. Et il semblerait que là aussi, on s'achemine petit à petit vers un comité ad hoc qui serait chargé du contrôle de l'exécution de l'accord. Restent des problèmes extrêmement délicats. Le problème de la pêche, qui est un problème important pour les Français, c'est-à-dire la possibilité de conserver des droits de pêche dans les eaux territoriales britanniques, mais également la frontière irlandaise, pour laquelle, pour le moment, rien ne semble, en tout cas définitivement, réglé. Alors, Ursula von der Leyen et Boris Johnson doivent se parler prochainement. Est-ce que ce sera la finalisation d'un accord ou est-ce qu'on reviendra à cette perspective du no deal que nous avions déjà en décembre dernier? Eh bien, la réponse, on devrait l'avoir bientôt. L'idée, c'est ce soir d'en discuter avec un certain nombre de collègues qui sont à la fois spécialistes de ces questions, mais aussi des personnes qui vivent à titre personnel le Brexit, et c'était ça qui nous intéressait tout particulièrement. Alors, je vous remercie beaucoup de vous prêter au jeu, en particulier à distance. Alors, du point de vue de Strasbourg, le à distance est assez logique puisque nous sommes retournés en période de confinement. Mais en tout cas, merci beaucoup de cette participation et je vous propose peut-être d'ouvrir ces débats avec, disons, ce qui vous semble important dans ce Brexit et pour que l'on arrive à un accord, disons que vous nous donniez un petit peu votre sentiment général avant de passer à quelques questions un peu plus politiques ou techniques sur les enjeux du Brexit. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Jack, peut-être, si c'est... Il faut rallumer le son. Rallumer votre micro. Il faut rallumer le son. Okay. I don't know whether I ought to be speaking in English or in French, because I don't know what the makeup of the audience is. So perhaps for this opening statement, I'll speak in English, and I'll try and speak slowly, so that people who are not particularly proficient at the English language can understand. I think if I understood you rightly, what you want me to do now is in the space of 2 or 3 minutes to tell you how I experience and how I felt about, not only how I felt, but about how I feel about Brexit.
So I'll go back to June the 24th. In fact, I'll go back to June the 22nd of 2016, when I stood on Trafalgar Square at a ceremony for Joe Cox, who had been assassinated. And at that ceremony, whilst we were standing there, two planes, like those planes which you see along beaches, flew across with a thing saying, vote leave. And I found that utterly repugnant. But moving on from there, on the 24th of June, when I heard the result, I must say my reaction was one to feel great sadness, great disappointment, and I would say almost a feeling of bereavement. I felt I'd been cheated because of all the lies, misrepresentation that had been made during that campaign. And I felt also that I'd been robbed of part of my identity since I was to lose my European citizenship. And the other feeling I had particularly was a feeling of shame and revulsion, which continues to this day, to know that Boris Johnson is the Prime Minister of the country from which I come, because he is a compulsive liar in the same way that Donald Trump is a compulsive liar. To make a couple of other remarks, because I've been talking about the referendum. I still to this day do not believe that it was a democratic referendum. In purely formal terms, yes, 50% voted to leave and 48% voted to remain. But in fact, they only represent 37% of the electorate. In any normal set of circumstances, you would never settle a fundamental question such as belonging to the European Union and leaving after 40 years on the basis of 37%. Just let me remind you that in the United Kingdom, under UK trade union law, in order to call a strike, 37% of the electorate is not sufficient. You have to have at least 40% who take part in the vote, and that is far higher than was obtained there. Similarly, in the Houses of Commons, if you wanted to call another election, as it was at the time, you had to have a 2/3 majority. So it really was extraordinary that one should have decided something on the basis of 37% of the electorate. And I might also add that I'm sure that Mr. Farage would not want the constitution of his party to be changed on the basis of a 37% vote either. The campaign, particularly the Leave campaign, was based on exaggeration, on misrepresentation and lies. The Leave campaign, £350 million savings for national health on the side of a bus was something which was denied by Farage on the 24th in the morning, immediately after the referendum result came through. He said, no, we should never have said that. Similarly, on the night of the 24th, Mr. Daniel Hannan, who is a member of the European Parliament, who apparently had some sort of vision when he was age 19 and felt that he'd had a calling to get Britain out of the European Union, denied also that there'd been any commitment to reduce immigration. That, again, was a complete and utter lie. I could go into other details now, but I won't, because I think I've probably been talking for too long on that. But to this day, I feel utterly cheated by the system, and I hold, among other people, David Cameron responsible for that, because he was so certain he was going to win, but he didn't bother to put in place the proper safeguards that there should be for holding a referendum. There we are. Thank you. Merci, Jack. Anthony, peut-être pour un point de vue qui sera aussi un point de vue sur duquel on discutera beaucoup, qui est celui de la coopération frontalière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord.
Merci, je suis désolé, mais moi aussi, je vais parler en anglais. Yes, sorry, I'm going to speak in English as well, and thank you very much for the invitation. And just to say, I really appreciated Jack's personal account there, very passionate account of how he felt about the UK's decision to leave the European Union. I'm going to speak here as director of the Centre for Cross-Border Studies, which, as Bertha referred to earlier, is based in Armagh, Northern Ireland. And we are intimately involved in the promotion, support and advocacy for cross-border cooperation, primarily between Northern Ireland and the Republic of Ireland. But we also work with Bertha and others throughout the European Union who are also involved in the great mission that is cross-border cooperation. So in terms of my own role and in terms of the role of the Centre for Cross-Border Studies and how it has approached the question of Brexit, or the UK's decision to leave the European Union, I would say that one of the phrases that is repeatedly used in official documents, including in the withdrawal agreement, in the protocol that is within the withdrawal agreement, the protocol on Ireland and Northern Ireland, are repeated references to the unique or special circumstances of the island of Ireland and how those have to be respected or taken into account as part of this ongoing process of the UK's withdrawal from the European Union. And one of the things I think perhaps we haven't been able to manage is actually to take into full account what those special circumstances actually mean. Yes, those special circumstances derive principally from a very, very important agreement that kind of brought an end to decades of conflict in Northern Ireland that actually went beyond Northern Ireland, affected the island of Ireland, and it was affected Great Britain and went beyond these islands. And that is the 1998 Good Friday or Belfast Agreement, which a central part of that agreement is the issue of cross-border cooperation. That is part of those unique circumstances, that Good Friday Agreement and what that represents in terms of relations within the island of Ireland, between the island of Ireland, Great Britain, and between those islands and Europe. But the special circumstances also include political circumstances, very, very difficult political circumstances, and political circumstances that intimately link to the issue of identity, how people on the island of Ireland, and particularly how people in Northern Ireland, how they identify themselves as either Irish or British or both or neither, and how they then see the question of borders. And one of the things that we perhaps benefited, particularly on the island of Ireland and Northern Ireland, in terms of our membership of the European Union, was the border became an invisible border because of the European Union and because of the customs union and because of the single market. That made that border absolutely invisible. Obviously, the border between Northern Ireland and the Republic of Ireland was entirely visible and a very physical one, a very intimidating one during the years of conflict, where you saw a very heavy police and security force presence on that border. But once the violence came to an end, once we secured peace, then we could fully enjoy the benefits of the single market under the customs union and the disappearance of that border. But I would say that the way that we have lived, or I have lived, or our organisation, the Centre for Cross-Border Studies, has lived this process of Brexit, it is in terms of the solutions that have been found don't necessarily accommodate all of those special circumstances, those unique circumstances, because where we have ended up, perhaps it's the best of the worst possible scenarios. We couldn't really manage a better scenario through the protocol. Is yes, there is no hard border on the island of Ireland, but there is going to be a border down the Irish Sea. It's a customs border, but I think we can't really exaggerate the fact that that border does have an effect on people who identify themselves as British in Northern Ireland and how they perceive Northern Ireland as part within the United Kingdom. I think sometimes we perhaps minimise that, overlook that. It's not to say that we couldn't have done anything else, that perhaps this is the best
best possible solution, but still we have to really take into account what that solution actually means for a lot of people here on the island of Ireland, and it's something that we're going to have to deal with no matter what we come up with in terms of a deal on the future relations between the UK and the EU. This question of identity and this question of borders, not borders, on the island or between the islands is something that we're going to have to deal with for years and years to come, and we have to ensure that we deal with it in a way that respects the relations within and between these islands and the rest of Europe. And I'll leave it at that for now. Merci beaucoup, Adam. Quel est votre sentiment sur ce processus du Brexit? Remettre le son. Remettre le son, oui, le micro. Thank you. Yeah, I always get to be the one that speaks, usually on the Zoom lecturing sessions and things, so I'm not used to turning off my microphone. Thank you, Frédéric, and thank you, Bertha. I also will kick off in English, and we can switch to French perhaps on other questions. Thank you very much for organising this webinar. I hope we can have as lively a discussion online as we can, as we would have done in real life. It's also thank you for being interested in a subject which is obviously so very emotional, and providing a forum we can debate in. How I feel about Brexit. It's been a bit of a roller coaster ride, really, since the referendum. I want to perhaps follow on from what Jack said about David Cameron's role. I have to say, although my initial reaction to the result of the referendum was one of shock, it wasn't fully one of surprise. I had felt that the Leave campaign had quite a strong possibility of winning. On the day itself, it came as a big surprise because the exit polls, had been giving a strong indication that Remain had won. So I went to bed feeling optimistic, and it was a horrible shock to wake up to. Perhaps as similar to Jack, I would say that I have a very strong, I mean, for me, Europe was a vocation. I personally studied in London in the late 1980s. It was just after the Single Act, and there was a real there was even a certain degree of Euro enthusiasm in the UK, with Jacques Delors coming over to speak to the, I don't know if you remember this, Jack and Anthony, coming over to speak to the Trades Union Congress in Brighton, and the left and the centre left really getting behind the European project. Now, obviously, that was the same time where Margaret Thatcher, in her Bruges speech, all of a sudden expressed some worries and doubts about what she had set in hand, actually, by really pushing the single market agenda. But there was enthusiasm then, and we thought it was very much a done deal, and I had the luck to go off to Brussels in 1990. I did an internship there, and it really was the second term of Jacques Delors, and it was the golden years, and around the Maastricht Treaty, and where citizenship, in which citizenship was enshrined. Going off to have a career in Brussels and then coming to Strasbourg, it was very much pursuing my European vocation. So I have to say, again, my initial reaction was shock. But I wasn't surprised because David Cameron had led such an appalling campaign. He was
to me, never credible as a leader of the Remain campaign. He had set in hand so many Eurosceptic reforms, first of all withdrawing the Conservative MEPs from the European People's Party group in the European Parliament, and so on. That's just one example. And obviously with the opposition, with Jeremy Corbyn also being very, very lukewarm in his pro-European sentiments, if we can put it in that way. It was clear that they weren't putting the argument out correctly for Remain. The following years, the 3 years, the May years, the Theresa May years, I have to say it was, for me, perhaps resignation is the key word. I was resigned to Brexit. I felt that I have to say that I didn't go as far as really constantly hoping that it was going to be reversed. I felt that despite what Jack said, although I agree this referendum was won on lots of false arguments and lies, and also about intervention from foreign powers, we could say as well. And for many reasons, but even so, the people voted in that way, and we had to accept it. And I also felt that it was definitely going to happen. There was a lot of, certainly I remember in France, people were rather amazed and said, well, it will never happen. It won't, it won't, they won't really go ahead with it. And I did feel that, well, I was resigned, but I also felt with Theresa May that she was, despite not necessarily sympathising with her politics, but she was a steady pair of hands, that she had a relatively solid form of Euroscepticism, and I felt that she would dress up a relatively soft Brexit in a hard Brexit communication package, and well, unfortunately that didn't happen. Third phase. And here I again join with Jack and say, I mean, it was horror when Boris Johnson was elected as leader of the Conservative Party. Again, something that was perhaps inevitable. I had the, well, I won't say anything, make a judgment of it, but I used to travel on the same plane as him sometimes in the very early in the 1990s when he was Telegraph correspondent in Brussels, and I have to say I wasn't terribly keen on him, and he did have a really appalling reputation in Brussels for anybody who had a grain of Euro enthusiasm. So I was very disappointed, and I rather obsessively watched until the elections. There was that period in Parliament, and although I'd been a little bit resigned before, there was all of a sudden this hope that somehow can it be blocked, but the election result put an end to that hope. And I rather felt, actually, again, that's the fourth stage, as soon as the result of the elections last, I think it was December, early December, that the Conservative majority was so big, it was very, very clear. There was no way back. So I actually personally then felt a huge sense of relief. You know, it was over. Now let's get on with it, and that happened. So just a fifth stage is perhaps just I feel that the Brexit has been inevitable because. Quite simply, the strength of Euroscepticism since Margaret Thatcher's Bruges speech, it just got stronger and stronger in the UK, and it was a very, much stronger or more aggressive sentiment than Europhilia or Euro enthusiasm, support for the European project could be. However positive people are about it, so they wouldn't have gone away. I rather feel that, I mean, it had to happen because it was the swing of the pendulum, and there was a certain inevitability about it. So
Those are my 5 stages of how I felt about Brexit. But now I think we just have to look to the future, to whatever it holds now. Merci beaucoup. On va effectivement essayer de regarder un petit peu vers ce futur. Voilà, alors je me permets de partir un petit peu sur le constat du mois de janvier, quand le Royaume-Uni est parti et quand le sujet du Brexit semblait être réglé. Après, il y avait la pandémie et donc plus personne ne parlait du Brexit. Maintenant, c'est revenu à l'ordre du jour puisque personne n'évoquait beaucoup le fait qu'il fallait encore négocier la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ma question porte sur les conséquences, d'abord peut-être pour placer le débat un petit peu plus sur un niveau, disons, académique presque, les conséquences économiques et politiques. Beaucoup ont dit que c'est au détriment à la fois du Royaume-Uni, mais aussi de l'Union européenne. Qu'en pensez-vous en tant que ressortissant britannique ou personne qui vit au Royaume-Uni, de ces conséquences économiques et politiques? Point de vue défense, point de vue croissance, point de vue relation économique du Royaume-Uni avec le monde aussi, qu'il faut retisser par la suite. Jacques, est-ce que vous voulez intervenir en premier là-dessus? Il faut remettre de nouveau le son. Merci beaucoup. J'aurais dû vous remercier au départ de m'avoir invité, j'ai oublié de le faire, et je profite maintenant pour vous remercier beaucoup de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Alors, pour parler un petit peu des conséquences autant pour le Royaume-Uni que pour l'Union européenne, je commencerai par voir quelques conséquences en ce qui concerne le Royaume-Uni. Premièrement, il y a eu une réaction politique qu'on connaît, puisqu'on a vu la disparition de Cameron, ensuite la chute de Theresa May et l'arrivée de Boris Johnson. Et dans ce contexte, il y a eu d'autres problèmes, dont celui de M. Corbyn. Et je voudrais peut-être juste faire une aparté pour faire un commentaire à Adam, qui a parlé tout à l'heure de la possibilité à un moment ou à un autre de retourner la situation. Il y a eu, à mon avis, en octobre de l'an dernier, un moment où on aurait pu retourner la situation, et ça c'était quand Corbyn a refusé de permettre à quelqu'un d'autre de former un gouvernement, parce que ça aurait été possible à ce moment-là. Mais je ferme la parenthèse parce que c'est plus notre sujet de discussion, mais je voulais juste faire cette remarque. Alors, deuxième conséquence politique pour le Royaume-Uni, on a touché à ça en parlant de l'Irlande du Nord, mais il y a une menace aujourd'hui sur l'existence même, je ne parle pas de l'Union européenne, mais de l'Union du Royaume-Uni, parce que l'Écosse est dans une situation où aujourd'hui, pour la première fois, je crois depuis toujours, il y a une majorité de gens dans les sondages qui seraient prêts à voter pour l'indépendance de l'Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni. Et quand on voit la façon dont la politique pour combattre le Covid, ça peut paraître un peu paradoxal de parler de ça en même temps, mais actuellement, il y a des tensions parce que les politiques sont très différentes entre l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que c'est une mauvaise chose, mais du point de vue de l'union du Royaume-Uni, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus indiqué. Alors, bien entendu, il y a des conséquences économiques, j'y reviendrai dans un instant. Ça s'est manifesté tout de suite par la dévaluation de la livre et on l'a vu aussi dans la difficulté que le Royaume-Uni a eue pour essayer de trouver des accords économiques avec d'autres pays, parce que pour l'instant, je crois qu'il y en a un qui a été signé. Et
Bien entendu, beaucoup des difficultés économiques qu'il y a aujourd'hui sont masquées un peu par les effets de la pandémie. Politiquement, la voix du Royaume-Uni, malgré le fait que c'est une puissance nucléaire, malgré le fait que c'est un membre du Conseil de sécurité avec le veto, est devenu beaucoup moins important. Et on le constate quand on regarde les réactions mondiales aux crises. On entend beaucoup de voix, mais on entend rarement la voix du Royaume-Uni. Et ça, c'est triste, mais la réalité, c'est que c'est en mettant la voix du Royaume-Uni avec celle de l'Union européenne que c'est favorable et pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne. Alors, sociologiquement, je pense qu'il y a eu des répercussions pour le Royaume-Uni également. Je me suis référé tout à l'heure à l'assassinat de Joe Cox, mais ça c'est parce qu'on a créé, pendant la campagne, et à cause de tout ce qui s'est dit, on a créé une sorte d'impunité en ce qui concerne le discours de haine et en ce qui concerne les crimes qui sont motivés racialement. Et ça, c'est quelque chose qui a laissé des traces et que je crains va encore laisser des traces pendant longtemps. Alors, au point de vue éducation, il y a des conséquences très négatives pour le Royaume-Uni. Il y a la question de la participation d'étudiants dans les programmes du type Erasmus. Il y a peut-être des jeunes qui sont en train, étudiants Erasmus, qui sont en train de nous écouter en ce moment. Ce serait intéressant d'entendre ce qu'eux y pensent. Et puis, il y a encore un autre problème, c'est la recherche scientifique et la recherche en général, qui est quelque chose qui est d'une part financé très largement par l'Union européenne et d'autre part qui attache une très grande importance d'ailleurs aux universités britanniques qui sont à la tête de la recherche dans beaucoup de domaines. Mais il y a un problème en ce qui concerne le financement avec la Grande-Bretagne en dehors. Et deuxièmement, il y a un problème avec des universitaires ou des chercheurs étrangers qui voudraient venir en Grande-Bretagne. Et ces problèmes-là, je ne sais pas s'ils sont résolus ou comment ils vont se résoudre, mais c'est quelque chose qui va continuer à nous tracasser. Alors, quand on regarde l'Union européenne, bien sûr, il y a des conséquences également. Il y a la conséquence politique que je disais tout à l'heure, ou diplomatique, sur, pour l'Union européenne. Elle a perdu une économie qui représente, je ne sais pas aujourd'hui si c'est la 4e, 5e ou 6e économie du monde, mais ce n'est pas quelque chose de positif, évidemment. Mais il est clair que ce sera pire pour le Royaume-Uni, qui est un pays par rapport à l'Union européenne, qui en a 26 autres. Et puis, il y a toute la question du rapport entre les exportations et les importations entre l'Union européenne. En 2019, le Royaume-Uni a exporté vers l'Union européenne pour 300, comment on dit billions en français, c'est milliards, je suppose, 300 milliards d'exportations, ce qui représente 43% des exportations de la Grande-Bretagne. Et en même temps, ils ont importé pour 372 milliards, ce qui représente 51% de toutes les importations qui viennent de leurs importations qui viennent de l'Union européenne. Alors, si on applique des tarifs sur ces importations, ça va avoir un effet important sur le coût des produits qui sont importés en Grande-Bretagne, même si ceux qui sont exportés pourraient être moins chers, mais ça, c'est même pas sûr, dépendant des impositions qui seraient posées. Ensuite, il y a toute la problématique des services financiers, des banques qui restent à résoudre. Et peut-être un dernier mot, parce que je parle probablement trop longtemps, sur l'industrie de la pêche.
Et j'ai lu récemment un rapport qui avait été fait par un membre du Parlement européen britannique, Chris Davis, un libéral-démocrate qui a été en son temps président de la commission des pêches du Parlement européen. Et c'est très intéressant parce qu'il révèle l'exagération qu'il y a eu sur l'importance de la pêche en Grande-Bretagne. Et ça a été utilisé comme tellement de choses dans cette campagne contre l'Europe pour remonter une catégorie de gens qui, en réalité, n'auront rien gagner ni rien perdre avec un changement de politique en ce qui concerne les pêches. Ceux qui vont gagner beaucoup d'argent s'il y a un accord, ce sont les grandes sociétés de pêche qui existent, qui sont très souvent pas forcément même britanniques, mais qui ont acheté les droits de pêcher dans les eaux britanniques. C'est pour ça que quand on dit la Grande-Bretagne va reprendre le contrôle de ces eaux, c'est un peu faux parce que beaucoup des droits de pêche ont déjà été vendus à des sociétés étrangères. Je pourrais en parler plus sur ça, mais je terminerai tout simplement cette intervention en disant que dans un rapport de la Commission européenne fait en 2017, on a découvert que l'industrie de la pêche du Royaume-Uni avait un bénéfice annuel de 26%, qui était en réalité le bénéfice le plus élevé de tous les pays de l'Union européenne. Alors là, il y a beaucoup de questions qui restent à résoudre, mais j'ai essayé de toucher à certains. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire ce qui va se passer parce qu'on est dans l'attente. Voilà. Merci. Merci Jack, c'était déjà très complet et plutôt sombre en ce qui concerne les conséquences économiques et politiques. Adam, est-ce que vous voulez réagir? Il faut remettre le son. Okay, I'm now unmuted. Wow. Thanks, Birta, and thanks, Jack, for that starting off on that round. Obviously, I mean, there are the two scenarios clearly of whether there's going to be an agreement, and if there isn't an agreement. Now, I mean, at the moment, as Frédéric said, I mean, it's looking as if there will be an agreement, and it is looking hopeful. That said, a number of people are saying, commentators in the UK press, that Johnson is buying time at the moment to see the outcome of the US election. If, as some people, well, if Trump somehow wins, then it's still possible that Johnson might find it in his interest to actually find an excuse to walk away from the negotiation. So we will be going again towards no deal. And if it's Biden, then a deal will be likely. But whatever the case, I mean, a deal is still a deal on a trade agreement it's still effectively a Canada-style deal with a few extra options. I don't think it's the Canada plus they were talking about at one stage, but for me, the impact, the economic impact is perhaps in three. Looking at the short term, whichever the case, whether it's no deal, I mean, or whether even with a deal,
it's going to be chaotic, and it's going to be particularly chaotic also because of COVID. As far as I see it, and just looking around quickly today for one or two articles to cite, in the Guardian just this afternoon published a report on a couple of reports that have just come out, the Institute of Government and the Institute for, what's it called, National Institute for Economic and Social Research on the UK's preparedness. And it's looking that although a certain number of things on immigration, agriculture, there's a certain number of points that legislation has been amended and the UK is prepared, and also during the summer after the first wave of COVID, a lot of effort went back into preparations for post-Brexit. This has all been slightly interrupted by the new second wave, and it's not necessarily central government that's going to be the hardest hit in terms of the new phase post-transition agreement. It's going to be local government and all the local customs officials and working at local level, and it will be very, very hard. All this in a COVID environment. I think there will be, whatever the case, it's going to be quite chaotic, and there's nothing, as far as I can see it, that's going to really alleviate that. Whatever sort of, whether there's a deal or, I mean, if there's not a deal, it's going to be a lot tougher. In the medium term, I'm going to speak in relatively general terms here. I think that the UK economy is going to take a hard hit. It's very clear. It's already going to be reeling from the consequences of the pandemic, and again, deal or no deal, there will be a really hard economic hit. That said, looking at the long term, those steering Brexit, it really comes down to Boris Johnson with Michael Gove and Johnson's advisor Cummings. They are looking at the long term, and they have already accepted a long time ago, especially if there is a no deal scenario, that they've already accepted that the UK is going to take a hit in the short term and the medium term, and they're looking at the long term benefits. And I really don't think we should underestimate the absolute determination. Don't forget, these people are in power for another 3 years. And they have a huge majority, and a lot can change politically in those 3 years, but there's still a lot of time to set in hand a number of policies on free ports, for example, and that they can move very quickly on that. They can prove that can have some local effect, local impact on employment. I very much would be open to correction from Anthony, who's obviously more locally at hand on some of those issues. But don't forget again that model is Singapore in Europe. It's a really huge radical change, and they are looking for huge radical long-term economic benefits to reap from freeing from the European Union. I was interested, Frédéric, of you saying that you heard that news from the tunnel, that there's been, the UK is making some concessions on the level playing field, because that's a key thing, because the UK has been, I mean, Dominic Cummings is really fiercely holding on to this right to state aid to really finance some huge big tech players which can really dominate the tech industry in Europe, again, for the long term. Now, I can't, obviously, one can't know in the long term, but I mean, that would obviously be the hope. That's one view. If the UK diverges, if the UK, if another political scenario comes out that somehow Boris Johnson is weakened, if he is somehow ditched and replaced by Rishi Sunak,
or even, well, within a few years, Keir Starmer, that again could slowly come a new convergence with the EU model. So again, a lot depends on the political, in my view, on how things play out in domestic policy in the UK. My conclusion there would be my forecast is that I think there will ultimately be there'll be this huge disruption, and later a new convergence with the EU, and that huge disruption will not have occurred for a very great benefit. But that's things could pan out very differently. Thanks very much, Adam. Anthony, now from the point of view of Northern Ireland, what do you think of these consequences, political, economic, or others? Right, thank you, Berta. Yeah, economic and political consequences, I think they're absolutely interrelated. We can't really divorce one from the other. Obviously, in terms of Northern Ireland, because of the protocol, we have a special kind of condition. We're able to trade into the single market. Northern Ireland is able to trade into the single market. However, companies wishing to send goods from Scotland, England or Wales into Northern Ireland will have to deal with all sorts of administrative obstacles that were not there before. And that is going to increase costs to traders from GB into Northern Ireland. And we've already heard reports from traders saying that they are no longer going to be sending goods into Northern Ireland because it's just not cost effective. So in terms of economic consequences, it depends on who you're looking at. For the consumer in Northern Ireland, there will be consequences because what they're looking at, the shelves come from the 1st of January onwards, perhaps not immediately, but weeks, months down the line, we'll be looking at different products, perhaps not the same range of products, and the costs might be slightly increased. But in terms of, if we look at it in another way, in a kind of a more macro perspective, and thank you to Jack and Adam. So I'm going to be succinct. Jack and Adam have really been doing a detailed analysis on this. But I think Adam in particular kind of talked about, it depends really, economic consequences depends on whether we reach a deal in terms of the UK-EU future relations. And in terms of what Frédéric said earlier around the noises from the tunnel, well, actually, I was hearing from the Minister for Foreign Affairs, the Irish Minister of Foreign Affairs, and he's equally optimistic. And in fact, what he was saying is we're not listening to very much coming out of the negotiations. He said that's a good sign. We're hearing very, very little. So that's a good sign. And he was very positive. So there are indications of a deal, but here's where politics and economic consequences come together, because perhaps for political reasons, yes, we will get a deal, but it will be what we're calling a thin deal. It's rather just in order to save face, we're going to have a deal, but it might not necessarily be a comprehensive deal, and perhaps leaving lots of problems into the future. I would agree that in terms of the UK in the EU, the UK and Northern Ireland will suffer economically more substantively perhaps than the EU. But I think also what we have to look at is how do we recover? What is the recovery from that initial economic impact? And here on the EU side is here I would hope to see EU cohesion come into play in order to ensure that recovery is a fast recovery and make sure that it's a recovery that includes all 27 member states and that do not leave certain member states to suffer more than others because of what we're heading into. Whereas for the UK and Northern Ireland, what we might be looking at is, again, and this links into the politics, is how are we going to recover? Is it going to be through UK diverging more and more from the EU, deregulation, trying to look for free trade deals, which will lower standards in the UK in order to accelerate some kind of recovery?
or will it be, as Adam said, convergence kind of coming back into the EU fold, even if it's nominally, in order to achieve that recovery. Political consequences, however, and if again looking from Northern Ireland, here's where we have to remember Northern Ireland is a devolved administration. The politics, the decisions are being made in London. They're not being made in Belfast. They're not being made by politicians in Northern Ireland. All the decisions, all the negotiations are being led by central government in London, by Boris Johnson, by the Boris Johnson government. And here's the sad thing for me is, unfortunately, we're living in an era at the moment, and in certain countries have this type of political ideology where we don't have political consequences. There are no consequences. If there is an economic downturn, if the evidence is there that there's an economic downturn, it can be called fake news, wrong evidence. You're looking in the wrong place. And to me, that's perhaps one of the sad things if it comes to pass, is that there are no consequences if there is economic damage, particularly to citizens. There might be certain leaders, certain big companies that might be able to survive into the economic downturn, but citizens, especially those who are already suffering, already kind of economically in the lower echelons or are economic deprived, they will really suffer. But in terms of political consequences, unfortunately, at the moment, I see those who have led us down this track escaping from any kind of political consequence, because they will always say that any evidence that we've gone down the wrong path is fake news, wrong evidence. We don't trust the experts. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Anthony. En fait, je voudrais poursuivre un petit peu sur ce que vous venez de nous dire et revenir aussi à ce que vous disiez au début de cet entretien sur la frontière irlandaise. Pourquoi est-ce que, selon vous, ce problème revient? Parce qu'il a quand même été central dans la négociation de l'accord de divorce. Hein, ça a vraiment bloqué. C'est ce qui, d'ailleurs, faisait qu'on avait peur d'un no deal il y a un an. Pourquoi ce problème revient? Est-ce que c'est parce que ce qui a été négocié finalement est difficile à mettre en œuvre du côté du Royaume-Uni? J'ai même l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a vraiment avancé de ce côté-là. Ou est-ce que c'est parce que c'est finalement un problème qu'on ne comprend pas? C'est vrai que moi je le vois d'un point de vue français, ce problème de la frontière que vous avez très bien expliqué, hein, sur ce côté très, très sensible de cette frontière, potentiellement très violente de cette frontière. Pourquoi est-ce que ce problème revient, à votre avis, dans les négociations? Thank you for that question. Unfortunately, I think the problem lies, and it's been there all throughout these negotiations, protracted negotiations. It was there before the negotiations. There is a lack of understanding of what the border here means, how the history, and I mean a lack of understanding. I'm not talking about a lack of understanding in Brussels or in Paris or in Berlin or wherever. I'm saying a lack of understanding in London, that in Westminster, and some politicians in Westminster are very open in saying they did not realise, they didn't understand what the reality of Northern Ireland and the question of what the border, and when I say the border, I'm talking about the land border between Northern Ireland and the Republic of Ireland, how that is implicated into questions of identity, how that has influenced the way that people live together or don't live together. I think there's been a real problem there in terms of lack of understanding. And because that lack of understanding was there, the solutions that we found to the problem of the Northern Ireland border are solutions that really aren't solutions at all, or they're only partial solutions. They're partial solutions because the solution that we found, which perhaps is the best solution that we could find, is one that creates its own problems. And it's that question of moving the problem from the land border to just shifting it into the Irish Sea, that creates its own problems. And
and the way that people present it, and I think this is it's not a simplistic way. I think it's actually a very good way of presenting it, is faced with the two problems, where you're going to place the border. If you place the border on the land border between Northern Ireland and the Republic of Ireland, how are you going to control that border, which is a land border, hundreds of kilometers, meandering? How are you going to control that? Whereas you can much more easily control movements to ports and airports. So in that sense, yes, it's a better solution, but it's a solution that, while it's a solution for goods, and here's comes, and I think actually Berta referred to this. It's not just about economics. It's not just about politics. It's about people. And I think here is perhaps one of the reasons that we've got to where we are at the moment, because we've been looking for solutions to movement of goods, to movement to trade. That has been the sole focus. Now, I'm not saying that is not important. Of course, it's extremely important. Ensuring that the free trade of goods and trade continues is good it benefits us all. But there's also the question of people and how people relate to one another. So the solution that's been found at the moment to create that border, that customs border, that border for goods down the Irish Sea, has an impact on how people relate with one another. And it's something, as I said earlier on, that we're going to have to work through. But in order for us to work through, in order to ensure that it doesn't become that it's not an insurmountable problem, in order for us to work through it, we need to understand it, and we need to recognize it, not to dismiss it. We have to recognize that it is an issue, it is a problem, and particularly, but not exclusively, particularly in Northern Ireland, for those who would identify themselves as unionists, who identify themselves as British, and the position of the constitutional position of Northern Ireland within the United Kingdom is extremely important to them. We cannot minimize it, and that's what I would say. Merci beaucoup. N'oubliez pas, je rappelle à nos spectateurs qu'ils peuvent évidemment nous poser des questions, on les relaiera. Je vais peut-être poser encore deux petites questions, appelant peut-être des réponses. Je sais que les problèmes sont compliqués, mais des réponses un peu rapides, pour laisser effectivement le temps de relayer quelques questions de nos auditrices et de nos auditeurs. Peut-être une question à Jack qui est en lien avec quelque chose qu'il a dit. Autant, effectivement, je comprends bien qu'il va falloir qu'on comprenne ce problème de la frontière et qu'on le prenne comme étant un problème et pas juste quelque chose de politiquement sensible. Est-ce que c'est pas quelque part la même chose avec la souveraineté britannique, c'est-à-dire d'expliquer que maintenant, après autant de temps de négociations, la Grande-Bretagne ne retrouvera plus la souveraineté d'avant? Est-ce que ce ne serait pas aussi quelque chose qu'il faudrait expliciter du point de vue politique? Yes, Yuval, you're putting quite a difficult question to me about the sovereignty of the United Kingdom. I actually, on Northern Ireland, I wanted to make one remark, and then I'll come back to that, because I'm very grateful for everything that Anthony has said, because he, I think, has really put his finger on it when he talks about it being a question of people. I just wanted to make one remark which actually does also link in with sovereignty of the United Kingdom, or the lack of it. First of all, I thought it was interesting when he was talking about Westminster politicians. It says a lot about Westminster politicians that they're not capable of understanding what's going on in Northern Ireland, because you would expect rather more from politicians, but I fear he's right. But the Good Friday Agreement, as far as I have understood it, and I stand to be corrected by Anthony if I'm wrong, was built on three pillars. The first one was freedom of movement between the Republic and Ulster. The second one was common membership of the European Union, which of course would resolve all the problems that we're talking about.
And the third one was the European Human Rights Convention, which happens to be one of my stock in trade since I worked for the Council of Europe, and I am involved in promoting human rights and democracy in Eastern Europe to this day. Now, I mention that because the United Kingdom has for some time now been talking about leaving the European Human Rights Convention because they don't like being told by foreign judges what they should or should not be doing. And they also refuse to implement a certain number of rulings of a court. And thirdly, one of the ideas which has been put forward is to do what Russia does, which is to say that they will only accept rulings of the court if they're approved by Parliament. We haven't got to that stage yet, but this is thinking which has been bandied around in articles in the UK. Now, I just wanted to make the point that that is not only bad for Northern Ireland, it's actually bad for Europe, and Europe in its broadest sense, because when you have one of the founding members of the European Human Rights Convention basically reneging on its commitments, then it only encourages people like Putin or Erdogan or Orban or Aliyev, you can name any number of them, to do exactly what they want to do and say, but the British do exactly the same thing. And so I wanted just to make that particular point. As far as the sovereignty of the United Kingdom is concerned, in the broad sense, I mean, of course, Northern Ireland is one of the sensitive parts of the United Kingdom. Actually, Northern Ireland voted to remain in the European Union. There's also more and more talk coming about having a referendum or some form of consultation on what the future status of Ireland should be. And I think the Good Friday Agreement actually makes provision for that happening one day in the future. I can't remember what the terminology is, but it's something like when the appropriate conditions are in place or something like that. So obviously, Northern Ireland, the situation in Scotland, two examples of threats to the unity of the United Kingdom, perhaps not in the very short term, but probably in the medium and in the longer term, unless solutions are found to accommodate the sort of status quo that there has been for 200 years since the Act of Union in 17 whatever it was. So that would be my remark on that particular thing, except to also stress the absolutely appalling statement by the Northern Ireland Secretary originally, but by the British government, to imagine that you can say that you can break international law just in, I can't remember what Frédéric used a very nice expression in French, which I noted Une down violation ciblée et circonstancielle, j'ai dit effectivement. Ce qui est une nouveauté juridique, on peut faire disserter nos étudiants là-dessus, je pense. Voilà. It's absolutely unbelievable. And to put it in the very simple terms, it's like saying, oh, well, he was offside. He was only a little bit offside, so his goal's all right. And that football metaphor, I think, sums up exactly what the situation is, and it would be found to be unacceptable by any anybody who plays football. There we are. Thank you. Merci beaucoup, Jack. Une question que j'aurais pour Adam, évidemment, vous pouvez tout à fait réagir à ce qui vient d'être dit. Il y a quand même aussi la question qui se pose, qui est un peu votre situation, c'est-à-dire des Britanniques qui se trouvent dans l'Union européenne. Est-ce que là-dessus, les choses sont définitivement fixées? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses au moment de la négociation du Brexit. On n'entend plus grand-chose maintenant. Est-ce que ça veut dire que tout est réglé ou qu'on a
encore besoin de régler des choses dans un accord, auquel cas ça fait énormément de points à gérer sur un accord. Même si on y arrive, je pense quand même qu'il ne peut pas être comprehensive. Il va être très 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 général cet accord, parce qu'effectivement on se rend compte que les problèmes à régler sont multiples, souvent extrêmement techniques, et ils vont prendre du temps. Il va falloir prendre du temps pour la négociation, et c'est vrai que là on est dans une situation à la fois voulue, parce qu'encore une fois le Royaume-Uni n'a pas voulu proroger cette période de transition, et puis évidemment la Covid vient jouer là-dessus encore un rôle, vient catalyser encore des tensions. Donc concernant les Britanniques qui vivent sur le territoire de l'Union européenne, est-ce que toutes les choses sont réglées? Voilà, I'm unmuted again. Alors, d'après ce que j'ai compris, bon, la situation est assez différente dans chaque pays par rapport à la mise en conformité avec l'accord de retrait. Alors là, je me limite juste le droit des citoyens. Je pense aussi, je reviens à ce que disait Anthony, finalement, c'est les gens qui sont les plus importants. Je pense que à la fois les citoyens, les ressortissants des autres pays de l'Union européenne, au Royaume-Uni, et les ressortissants britanniques dans les pays des 27. L'an dernier, on a vraiment vécu des moments d'incertitude extrême, avec vraiment le peur d'un no deal, mais un no deal sur le withdrawal agreement, l'accord de retrait. Au début, vraiment au début, alors, comme je disais, j'étais resigned, ça me faisait pas trop de soucis en 2018, début 2019. Après, il y a eu des moments que j'étais, juste à titre d'exemple, j'avais fait la demande pour échanger mon permis de conduire. Je l'ai fait lorsque nous étions encore membres vraiment de l'Union européenne. J'ai attendu 9 mois, 10 mois pour qu'ils me le renvoient, pour dire juste, il faut attendre. Et il y a eu cette incertitude vraiment à perdurer. Alors, ça a été clarifié dans l'accord de retrait. Mais chaque pays a mis du temps pour mettre en œuvre. La France s'était annoncée parce que je n'ai pas demandé encore, j'ai l'intention de le faire, mais je n'ai pas encore demandé la citoyenneté française, je souhaite le faire. Mais pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, pour la demande des permis de séjour. Il semblait qu'il fallait... normalement, on pouvait le faire à partir du mois de juin pour avoir un permis de séjour permanent, pour régulariser notre situation. Après, pendant le Covid, à cause du Covid, tout simplement, si on suivait tous les liens, on arrivait sur une page qui disait, en fait, une page blanche, qui disait attendez. Attendez le mois d'octobre, on va voir. Donc, c'était très, très désagréable à vivre, cette incertitude. Et finalement, c'est assez simple. Alors, ils ont mis en ligne juste la semaine dernière la demande de régularisation. C'est pas aussi compliqué que je pensais. J'allais le faire même aujourd'hui, mais je l'ai pas encore fait. Même le peu de paperasse, c'est quand même. Mais vraiment, d'après ce que j'ai compris, c'est différent dans chaque pays. Je voulais quand même profiter un peu de cette parenthèse un peu personnelle pour juste, évidemment, c'est le retrait du droit de vote, c'est quand même quelque chose d'ahurissant et dur à vivre. Jack avait, dans son introduction, il avait dit comme si on avait arraché une partie de son identité. J'avoue, moi aussi, alors j'étais conseiller municipal dans mon village pendant 6 ans. Si j'avais été un peu plus prévoyant, j'aurais demandé la nationalité française à temps, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas envie d'être sous l'obligation de le faire. Mais le droit de vote, et je voudrais citer quand même, le droit de vote pour les ressortissants
des autres pays de l'Union européenne en France, si je ne me trompe pas, en France, on a mis 9 ans depuis le traité de Maastricht pour mettre en œuvre le droit de vote pour les ressortissants des autres pays. Alors, le 31 janvier, c'était un samedi, il me semble. Le lundi matin, j'étais un peu par hasard, j'étais à la mairie ici dans mon village parce que j'avais d'autres casquettes, j'étais vice-président et trésorier de la salle des fêtes, etc. Et j'y étais pour une histoire de trésorerie de la salle des fêtes. Et la secrétaire de mairie me dit, à 8h45, elle avait reçu un mail de l'INSEE pour notifier que j'avais été radié des listes électorales. Moins de 48 heures pour enlever les droits. Bon, c'est anecdotique, anecdotique, j'arrive pas à le dire en français. Anecdotique. Mais pas tant que ça, voilà. C'est très, très profondément, et je pense effectivement un exemple qui montre voilà, qu'on est beaucoup plus prompt à retirer des droits, évidemment, que les mettre en œuvre, et que tout ça touche les gens. Et ça c'est dans vos 3 témoignages, c'est ce qui vraiment, effectivement, moi, m'apparaît comme étant le vrai problème, finalement, de ce Brexit. Voilà, alors je reviens maintenant vers vous avec des questions du public. Il y a 3 questions et une première question, elle est, je pense, pour Anthony en priorité. Je vais le lire pour Anthony. The scenario that you, Anthony, have painted of Northern Ireland after January the 1st is one of economic downturn. Northern Ireland did not vote for Brexit, yet they are undoubtedly the citizens who will suffer the most in the event that the UK do not remain in the single market. How likely do you think a border poll referendum on Irish unity would be if Northern Ireland is to face these economic difficulties in the coming months? That's the question for you. And whilst you're thinking about an answer, je pense que j'ai une question aussi pour Jacques, puisqu'elle concerne la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme. Vous m'entendez toujours parce qu'on a un problème technique? Voilà, oui. Bon, oui. Donc, cette question, c'est concernant les droits de l'homme, accepter les décisions de la Cour uniquement si le Parlement les accepte, n'est-il pas dangereux? Y a-t-il encore réellement un intérêt pour le justiciable à saisir la Cour si les décisions de cette dernière sont en quelque sorte soumises à l'approbation du Parlement? Je pense que cette question ne concerne pas uniquement c'est plutôt une question sur le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme. Une troisième question au choix, je ne sais pas si Adam veut y répondre. Un Brexit sans accord pourrait-il remettre sur la table des négociations pour un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse? Qu'en-est-il aujourd'hui des relations entre Londres et Édimbourg? Alors, qui veut commencer? Peut-être Anthony, il a le plus eu le temps de réfléchir. Yes, thank you, Roberta, and thank you. I can see the question, so thank you, Nicola Lumsden, is the person who asked the question. I'm going to have to preface this by saying immediately, as Director of the Centre for Cross-Border Studies, we do not have a position on the constitutional status of Northern Ireland. We just abide by what is the Good Friday Agreement in terms of decisions around the constitutional status of Northern Ireland. But in saying that, the question of what people usually call a border poll, i.e. a referendum on whether Northern Ireland should become part of or join the Republic of Ireland for a united Ireland, that referendum, that poll can only take place, and Jack actually referred to it earlier, that's in the power of the British government. It has to be the Secretary of State of Northern Ireland, so a UK government minister, who announces that referendum will take place. Unfortunately, there isn't much guidance in the legislation as to what the conditions are that would lead the Northern Ireland Secretary of State to call such a referendum.
There have been, over the last few months, really during the whole Brexit process, but even more recently in the last few months, a series of polls that have tended to indicate, let's say in some polls, an increase in those who would be in favour of a united Ireland, but not all of them. There are, some polls are less definitive around that. But what I would say in terms of this, this is where we've been led to a place by something that actually has nothing to do with the idea of a united Ireland. It's all been down to Brexit, a decision taken that the UK wanted to have a referendum whether it was leaving the European Union, and it's actually then not just that decision, but then the kind of Brexit that the UK government has pursued. They could have pursued other types of Brexit, but they decided, wanted to be outside of the customs union, wanted to be outside of the single market, doesn't want to have the European Court of Justice have any jurisdiction in terms of the UK. Jack also referred there to the Human Rights Convention. Very, 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 let's just say, unclear as where the UK government is on that, or the Human Rights Act, repealing of the Human Rights Act. So we've been led to this situation where we're looking at the possibility of a border poll because of something that the UK government had decided to do, without really thinking of the consequences for other parts, so for Scotland or for Northern Ireland, and it has actually kind of driven people into perhaps considering more emphatically that the future of Northern Ireland in terms of its constitutional status. I repeat, we have no position on that itself, but it's just how we've ended up in this place. And I'll go just quickly. I'll refer back to my where I was talking about the border down the Irish Sea or the land border. Please, I want to emphasise the fact that we've ended up where we are, again, is down to the type of Brexit that UK government decided to pursue. So please don't misunderstand him. I'm not blaming others for that, their lack of understanding. It's just we have ended up where we are because of the type of Brexit that has been pursued by the United Kingdom, which has left people in both communities, or all communities in Northern Ireland and beyond Northern Ireland, throughout the United Kingdom, very dissatisfied in the kind of position that we are now. So I've kind of been almost like a politician. I think I've dodged that question in terms of a border poll, but I think I'll leave it at that. Adam, and what about Scotland then? Oh, you have to turn on the sound. Unmute yourself. Yes. Sorry, I had a problem with the batteries on my mouse. Oh, okay. Voilà. It was blocked. Je vais répondre en français oui, parce que bien sûr. La question était en français. Pour l'Écosse, alors personnellement, j'ai toujours pensé que la question de l'indépendance de l'Écosse, il y a eu une certaine inévitabilité, surtout depuis 97 et le processus de devolution promu par Tony Blair. Alors, j'ai toujours aussi cru que ça allait se passer plutôt bien. Enfin, à un moment donné, une sorte de confédération, la tendance vers une indépendance écossaise a toujours été là. Alors, alors aussi, le lendemain du résultat le lendemain du référendum, ma première réaction, la première pensée que j'ai eue, c'est la fin du Royaume-Uni tel qu'on le connaît. Aussi, ça devenait vraiment inéluctable. Mais c'était un gut feeling, c'était quelque chose que je ressentais, c'était pas forcément très rationnel. Alors pour être un peu plus rationnel, le référendum, c'était en 2015, je pense, c'était 54% contre l'indépendance,
Voilà, donc c'était quand même un grand écart. Nicola Sturgeon n'oserait pas poursuivre la possibilité d'un deuxième référendum si elle n'est pas absolument sûre de gagner son coup, de gagner le pari et de réussir. Parce que sinon, c'est vraiment, même s'ils sont vraiment en tête dans les sondages, ce serait vraiment la fin de toute quête pour l'indépendance. Donc, il faut vraiment qu'elle soit absolument certaine que ce sera gagnable. N'oubliez pas quand même, alors dans le contexte encore une campagne de référendum, alors là c'est Johnson et les pro-Brexit qui vont jouer le Project Fear, parce qu'ils vont vraiment faire peur aux Écossais, et dans le cadre voilà, tous les arguments politiques, il peut en avoir. Il faut quand même penser que l'indépendance de l'Écosse demande nécessairement, la conséquence, c'est de redevenir membre de l'Union européenne. Pour une candidature pour l'Union européenne, il faut avoir le projet d'adopter à moyen et long terme l'euro. Les Écossais ne veulent pas forcément adopter l'euro, et d'ailleurs se désamériquer de cette économie, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Donc je pense, bon, c'est inévitable, mais je pense pas que ce ne sera pas une rupture aussi forte qu'on le croit. Ce sera éventuellement une autre sorte d'indépendance négociée si ça a lieu. Alors l'autre chose, qu'en est-il des relations entre Londres et Édimbourg? Bon, là, alors évidemment, Johnson, il a un certain nombre de pouvoirs pour empêcher un référendum. Je pense que politiquement, il aurait du mal vraiment à le faire s'il y a une très grande majorité dans les sondages en faveur. Si j'ai bien compris, c'est non seulement des relations très tendues entre Johnson et les nationalistes de Nicola Sturgeon, mais il a aussi de très fortes tensions avec les conservateurs de l'Écosse. Il y a le nouveau leader du parti conservateur en Écosse qui a été ouvertement hostile à un certain nombre de politiques de Johnson, et qui avait même démissionné en tant que ministre à un moment donné. Donc, encore un dernier mot, n'oubliez pas dans ce débat, une indépendance de l'Écosse, ça veut dire aussi, il y a très peu de conservateurs finalement élus à Westminster représentant l'Écosse. Si on enlève l'Écosse, alors là, la majorité pro-Brexit, alors pour les travaillistes, c'est cuit pour une génération de revenir au pouvoir. Donc les travaillistes, même s'ils seraient plus ouvertes à plus d'indépendance, en fait, plus de dévolution, c'est pas forcément dans leur intérêt non plus. Même s'il y avait un référendum, c'est pas forcément gagné. Et Sturgeon ne le ferait pas si elle ne le gagnerait pas. Merci, Jack. La question sur la Cour était une question sur le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que le Royaume-Uni restera membre du Conseil de l'Europe, même s'il part de l'Union européenne. Oui. Est-ce que je peux juste faire une remarque sur ce qu'avait dit Adam sur la relation entre des ressortissants de différents pays? Évidemment. Parce que il y a deux choses que je pense qu'il faut dire sur ça. C'est que premièrement, si on vit en France, on obtiendra des papiers pour vivre en France, mais on ne peut pas aller s'installer en Espagne ou en Italie. On est vraiment limité. C'est un accord bilatéral entre
le Royaume-Uni et la France. Ça, c'est la première chose. Et je suis allé, je le dis parce que j'étais dans une réunion il y a 1 an à peu près, quand est venu de Paris un représentant de l'ambassade de Grande-Bretagne pour parler avec les Britanniques de Strasbourg. Et il y a un monsieur qui était là, qui vit à Strasbourg. Je pense qu'il doit être marié soit avec une Française, soit avec une Britannique et vit à Strasbourg. Mais en l'occurrence, il travaille en Allemagne, il enseigne dans une université. Et cette question-là n'avait effleuré personne. Et c'est juste pour montrer le peu de préparation qu'il y a dans la réflexion sur les problèmes que ceci va poser. C'était juste ça que je voulais dire à cet égard. Alors, je parle en français parce que je vois que c'est Angélique Gourgous qui pose la question. Alors, j'espère que je ne bien fait comprendre. Actuellement, la Grande-Bretagne ne fait pas du tout ce que j'ai envisagé ou ce que eux ils envisagent. C'est une question, ce sont des idées que les idéologues du Brexit et de la droite britannique sont en train d'évoquer dans des articles et tout ça. Pour l'instant, il n'est pas question que la Grande-Bretagne soumette des jugements de la Cour européenne des droits de l'homme au Parlement. Par contre, c'est exactement ce qui se fait en Russie, sauf que c'est à la Cour constitutionnelle qu'ils le font. Et bien sûr, c'est une négation totale du fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que lorsqu'il y a un jugement de la Cour, ça ne peut pas être remis en cause. C'est pour ça qu'on a signé la Convention européenne des droits de l'homme et qu'on accepte la jurisprudence et la juridiction de la Cour. Donc, ça c'est un aspect du fonctionnement de la Cour qui, bien sûr, ça ne plaît pas toujours au gouvernement. Il n'y a pas que la Grande-Bretagne qui n'aime pas les jugements. J'ai entendu des réactions de premiers ministres français quand il y a eu des jugements de la Cour. Mais s'ils font bien leur travail, c'est qu'ils ont touché un nerf dans un pays et ça implique qu'il faille qu'il y ait des changements dans des pratiques, des lois ou que sais-je. Donc, pour être très clair, il est évident que si jamais un pays décidait de soumettre des jugements de la Cour pour dire est-ce que l'on doit accepter ou pas, ce serait totalement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, la question, est-ce que la Grande-Bretagne reste au Conseil de l'Europe? Actuellement, oui, bien sûr. Mais si jamais, comme Mme May avait envisagé, et je n'ai pas entendu de façon très très claire quelle est l'attitude de la Grande-Bretagne à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Convention, si jamais ils devaient dénoncer la Convention parce qu'ils n'aimaient pas les jugements qui venaient de là, alors ça remettrait en cause l'appartenance de la Grande-Bretagne au Conseil de l'Europe, puisque pour entrer au Conseil de l'Europe, la première chose qu'il faut faire, entre autres, c'est s'engager à ratifier la Convention européenne des droits de l'homme. Mais là, on est aussi dans des hypothèses qui n'existent pas aujourd'hui, mais je voulais juste mettre les points sur les i pour qu'on soit clair sur quelle est la situation. Merci, et merci beaucoup pour la possibilité que vous nous avez donnée de nous exprimer ici. Merci beaucoup. On va juste terminer avec la présentation d'un ouvrage qui a été réalisé sur le Brexit. Je laisse la parole à Birte. Oui, notre débat était tellement passionnant qu'il me reste 30 secondes pour présenter le livre, mais ce n'est pas grave parce que vous pourriez le lire ensuite. Donc, je voudrais le présenter surtout parce que ça a été un projet très intéressant que j'ai mené avec une collègue japonaise, Noriko Suzuki, qui est à l'université de Waseda à Tokyo, et on a eu l'idée d'organiser un séminaire croisé sur les regards entre le Japon et les Européens sur le Brexit. On l'a fait en décembre 2017 et il y a eu
non seulement des collègues japonais qui sont venus à Strasbourg et qui étaient associés online, mais aussi finalement on a eu aussi un collègue du Canada, on a eu aussi une collègue des États-Unis, et donc finalement on a appelé ce livre Global Views on Brexit à un moment où le Brexit n'était pas terminé, et on a examiné plusieurs perspectives sur les conséquences. Donc il y a des articles déjà sur le Brexit en tant que processus politique et historique, parce que moi je suis historienne, et on a su démontrer aussi que peut-être ce Brexit est aussi un processus qui est ancré dans l'histoire, comment s'est fait l'histoire de l'association du Royaume-Uni à la communauté européenne. Ensuite, on a passé sur les conséquences sociales, où les articles abordent les questions de la citoyenneté européenne, la question aussi de comment les citoyens sont affectés par le Brexit. Et on a aussi parlé des conséquences légales et économiques. Donc il y a des articles des collègues juristes, il y a Frédéric, mais il y a aussi d'autres juristes de Strasbourg qui sont intervenus pour parler de ces conséquences économiques. On en a parlé en partie aujourd'hui. Et enfin, il y a eu aussi une partie sur les conséquences géopolitiques, et c'était intéressant de voir comment les collègues japonais ont par exemple évalué l'avenir des relations entre le Japon et le Brexit. Ils l'ont vu pas d'un très bon œil, et vous pouvez le lire dans leurs articles qui sont dans ce livre qui comporte 250 pages et qui est publié donc chez Pétalang dans notre nouvelle collection qu'on coédite avec mon collègue Joachim Beck, Frédéric Perrault et moi-même sur les frontières et l'intégration européenne. Ça s'appelle Origins and Consequences of European Crisis, Global Views on Brexit, et c'est même soutenu par l'Union européenne parce qu'on fait partie d'un projet Jean Monnet sur les crises dans les régions frontalières européennes. Il nous reste, je pense, à remercier nos panélistes pour leur contribution. Thank you very much. It has been a very passionate debate. I fear that it's not going to be the last one on Brexit, and so maybe we will have another round, hopefully not in several years, but hopefully soon. And thank you again for having joined us from different points in Europe on this subject and for this webinar for our Jean Monnet Center. Thank you. Merci beaucoup et rendez-vous pour le 4e webinaire.